Nina Bashkatov, bonjour. Ne soyez pas modeste, vous êtes une des meilleures spécialistes de la Russie et une des plus iconoclastes et surprenantes, capable de dire des choses qui paraissent invraisemblables aujourd'hui, mais qui s'avéreront demain. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des œufs brouillés, brouillés comme les relations entre l'Union européenne et la Russie. La pomme de discorde, c'est bien sûr l'Ukraine, mais voilà, Jean-Claude Juncker est allé au Forum économique de Saint-Pétersbourg cette semaine. Est-ce qu'il y a de la réconciliation dans l'air ? Mais dans ce sens-là, la déclaration de Juncker est très intéressante parce qu'il dit un peu tout et son contraire. Donc il dit on ne peut pas couper le dialogue avec la Russie, mais en même temps on ne peut pas avoir un dialogue aussi longtemps que les accords de Minsk ne sont pas respectés, etc. Et ça veut dire que les sanctions contre Moscou continuent, vont être prolongées. Tout à fait. Donc on ne voit pas très bien ce qu'il aurait pu dire d'autre non plus parce que finalement il n'avait pas un mandat pour négocier notamment sur les sanctions. Mais c'est intéressant de voir que sa prudence est une prudence un peu symbolique, si je puis dire, parce qu'il va au forum économique qui se fait à Saint-Pétersbourg et il rencontre Poutine à cette occasion. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas une visite d'État à Moscou et qu'il le fait dans le domaine de l'économique, qui est quand même le domaine autour duquel on pourrait retrouver une formule de coopération avec la Russie le plus facilement. Donc ces sanctions qui ont été prises à l'encontre de Moscou, elles expirent à la fin juillet. Il est question de les prolonger et si je vous entends bien, elles vont l'être. Oui, vraisemblablement, tout le monde le croit, y compris les Russes d'ailleurs. Je crois qu'ils ont fait aussi des petites ouvertures ces dernières semaines. Je crois en grande partie parce qu'ils aiment toujours bien de démontrer que ce sont les Européens qui ont lancé les sanctions, qu'eux ont montré qu'ils étaient ouverts à une forme de négociation et que si les Européens choisissaient de camper sur leur position, c'était leur problème. Et donc c'est un peu un jeu aussi de qui va montrer que c'est quand même pas lui qui empêche la réconciliation. Ces sanctions, il faut le rappeler, c'est à cause de l'annexion de la Crimée et puis aussi du soutien de Moscou aux séparatistes en Ukraine. Mais le secrétaire de l'OTAN vient de déclarer qu'il y avait des violations du cessez-le-feu permanentes. Ça, ce n'est pas propice non plus à une réconciliation entre l'Union européenne et Moscou. Et c'est le problème aussi de l'Union européenne, c'est qu'il y a la question de l'OTAN. S'il n'y avait pas eu la question de l'OTAN, la crise ukrainienne aurait pris une forme tout à fait différente que ce qu'elle a pris maintenant. Et ce fait qu'il y a un sommet aussi de l'OTAN maintenant, où vous avez la pression du lobby, je veux dire, pro-ukrainien, mais qui est moins pro-ukrainien qu'anti-russe. Donc c'est les 3 pays baltes, la Suède et la Pologne qui veulent absolument qu'on développe une défense et qui voient la sécurité européenne menacée à l'Est, ce qui est un peu absurde parce qu'on voit la question des migrants, qui est la vraie question de sécurité européenne, où l'OTAN non plus ne s'est pas fait grand-chose. Et donc l'Union européenne est un peu prise dans cette aventure, je veux dire, de l'OTAN, et la Russie aussi essaie de faire la part des choses entre les deux, mais ça l'arrange bien aussi de démontrer que finalement l'Union européenne est ce qu'ils avaient toujours dit, donc le bras économique de l'OTAN, et que les décisions se font à Washington. En même temps, certains parlementaires, notamment ici au Parlement européen, réclament une levée des sanctions contre Moscou en expliquant que la Russie pourrait aider l'Europe dans sa lutte contre le terrorisme. Mais il y a eu des différents endroits depuis le début. Mais je vois qu'il y a un peu une différence aussi entre les parlementaires qui ont une possibilité, une liberté de parole, dans les deux sens d'ailleurs, tout à fait différente des gouvernements. Les gouvernements sont évidemment coincés par le système de fonctionnement de l'Union européenne, elle-même quand même sous certains leaders, et notamment Angela Merkel qui a très fort l'oreille d'Obama. Donc les Russes regardent ça un peu en y voyant une démonstration à la fois de l'impuissance politique de l'Union européenne, de sa désunion, et ce qu'il faut quand même bien appeler l'incapacité des anciens membres à ne pas sous-traiter leur politique étrangère avec la Russie aux nouveaux membres qui lui sont hostiles. Ces sanctions commerciales, elles font mal à Moscou ? Oui, tout à fait, tout à fait. Elles font mal, mais pas suffisamment que pour être un élément qui ferait changer la politique étrangère de la Russie. Ce sont deux choses différentes. Il y a une reconnaissance très claire à Moscou depuis quand même les premiers mois des sanctions que cela fait mal, que cela fera mal et que ça aura des conséquences sur le développement économique. Mais je le répète, ce sont deux choses différentes et c'est quand même assez intéressant de voir que les Européens se sont lancés dans des sanctions alors que généralement les sanctions étaient considérées comme des moyens qui ne fonctionnaient pas pour faire pression sur certains pays. Alors, une petite pause musicale, Nina Bashkatov. Vous le savez, on dit que la musique adoucit les mœurs, mais parfois une chanson peut également jeter de l'huile sur le feu. On regarde. When strangers are coming, they come to your house.
they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Voilà, c'est la chanson qui représentait l'Ukraine à l'Eurovision et qui a d'ailleurs remporté ce prix. Ça raconte l'histoire de la déportation des Tatars de Crimée en 1944. C'était une provocation de la part de l'Ukraine, cette certainement, chanson? ils auraient eu tort de rater l'occasion, puisqu'on était en plein dans ce conflit. Mais ce qui est intéressant, et qui n'a pas été suffisamment dit finalement, c'est que l'Ukraine ne s'est pas tellement préoccupée des Tatars. Elle a même supprimé l'autonomie en 1995. Et puis tout à coup, maintenant, il y a cet engouement. Et puis vous avez les Européens qui, généralement, n'avaient même pas entendu qu'il y avait une différence entre les Tatars de Crimée ou les Tatars du Tatarstan, par exemple, aussi se prennent d'amour pour ce peuple persécuté. Enfin, c'est un schéma relativement classique. Mais ce qui est intéressant et qui n'a pas été suffisamment dit, c'est que cette jeune femme est en fait pratiquement un produit soviétique. Parce que si vous regardez ses grands-parents, ses parents, ce sont toutes les nationalités de cette partie de l'ancienne Union soviétique qui sont représentées et elle chante en anglais. Donc c'est quand même une superbe opération, il faut quand même le reconnaître. Et les Russes, évidemment, n'ont pas raté l'occasion de se ridiculiser en fonçant tête baissée dans les accusations. S'ils avaient ignoré, on s'en serait mieux tiré. Nina Bashkotov, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Et on gagne quelque chose? Ah, peut-être bien une vodka. Attendez, je vais vous ouvrir ça. Pas. Il faut presser et hop. Et voilà. Je vous aide un petit peu. Oui. Les hooligans russes peuvent-ils créer une crise diplomatique? Mais si on a envie d'une crise diplomatique, c'est une occasion. Sinon, il n'y a absolument aucune raison. Il y a le ministre russe des Affaires étrangères qui a quand même Oui. déclaré l'attisement des sentiments anti-russes est susceptible d'aggraver considérablement l'atmosphère des relations C'est le problème franco-russes. des Russes, parce qu'ils sont maintenant entrés dans une phase de susceptibilité encore plus exagérée que ce qu'ils ont d'habitude. C'est quand même un des gros défauts, la théorie de la conspiration, etc. Et évidemment, ici, le fait qu'il semble avoir que les hooligans russes ont été traités différemment des autres. Bon, je répète, si on veut une crise diplomatique, on peut l'utiliser. Si on ne la veut pas, c'est certainement pas l'occasion pour en faire une. Il y a un problème entre François Hollande et Poutine? Je ne sais pas, Poutine n'est pas la personne qui fait des déclarations sentimentales et je ne suis pas certaine que François Hollande l'est non plus. Donc je crois que ce sont finalement deux pragmatiques et François Hollande a d'autres problèmes sur le dos pour le moment que les relations avec Poutine. Et ça ne se joue pas au niveau sentimental, surtout en politique étrangère. Les Russes peuvent être extrêmement sentimentaux, émotionnels, mais je trouve qu'en politique étrangère, il y a une ligne et il y a quand même encore un contrôle, notamment au-dessus. Merci Nina Bashkotov d'être venue au bar de l'Europe et on va s'attaquer à ces œufs brouillés qu'on va essayer de débrouiller.